Chers amis résistants, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 3 novembre et les États-Unis élisent un président dont on peut espérer qu'il ne sera pas le pire. Mais ce n'est pas des États-Unis que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler de la France. Et si on aimait la France? Si on aimait la France, cette question, c'est le titre d'un livre qu'a écrit notre regretté ami Bernard Maris, un livre qu'il a écrit quelques jours avant sa mort, en décembre 2014, janvier 2015, et vous savez que sa vie s'est arrêtée le mercredi 7 janvier, dans les locaux de Charlie Hebdo, où il a été assassiné, avec 12 autres personnes. Bernard Maris était un économiste, mais pas de ces économistes sectaires dogmatiques de l'école libérale. C'était un homme d'une grande intelligence, d'une grande sensibilité, qui aimait les animaux, qui aimait la vie, qui aimait les gens, et qui aimait la France. Et son dernier livre s'appelle « Et si on aimait la France ?» Oui, si on aimait la France. Et cette question, voyez-vous, ces jours-ci, on peut se la poser. Face aux événements mondiaux, face à la remise en cause de nos valeurs fondamentales. Eh bien oui, j'aime la France. J'aime la France, pays des droits de l'homme, de la Révolution française, des Girondins et des Montagnards. N'en déplaise à mon ami Michel Onfray, qui aime tellement les premiers et si peu les seconds, et que pour ma part je réconcilierais volontiers dans la grande trame de l'histoire, avec cette question qui est toujours lancinante: qu'aurions-nous pensé, dit et fait en ces périodes-là? Eh bien, j'aime la France. Oui, sa laïcité, qui est tellement militante qu'elle confine souvent, et ce n'est pas fait pour me déplaire, à l'athéisme. J'aime la France, qui reconnaît aux femmes et aux hommes les mêmes droits, qui refuse les discriminations raciales ou d'origine, qui reconnaît le droit des minorités sexuelles, des homosexuels par exemple, puisque maintenant nos lois mettent tout le monde sur un pied d'égalité, et c'est heureux. Mais vous me direz, c'est tellement évident ça, les droits de l'homme, ben bien sûr c'est évident, et pourtant, le monde ne les reconnaît pas. Vous avez encore tout le monde musulman qui vit sous l'empire de la charia, c'est-à-dire avec une infériorisation systématique de la femme, avec le refus de la liberté des mœurs, avec le refus de l'apostasie, c'est-à-dire du droit de changer de religion ou de ne pas en avoir. Et puis, les États-Unis dont on parle aujourd'hui, et qui vont, espérons-le, changer de président, comptent un tiers d'évangélistes qui vivent avec la Bible dans la main et le Colt dans l'autre. La Pologne, qui est en train de faire un grand bond en arrière, en raison d'un parti réactionnaire et religieux, qui refuse notamment aux femmes le droit d'avorter. Et puis, il y a l'Asie et tous ses drames, l'Inde qui sombre dans le nationalisme et le racisme, conduit par l'hindouisme intransigeant, et même les sympathiques bouddhistes, les bons bouddhistes de Birmanie, qui traquent, eux, les musulmans. Voyez, comme quoi le monde va mal. Alors oui, j'aime la France. J'aime la France parce que c'est le pays de la liberté, le pays où on peut caricaturer qui l'on veut, et même nous-mêmes d'abord, parce que nous acceptons cette caricature. J'aime la France pour son histoire, pour ce qu'elle apporte au monde. Et il faut, mes amis, que vous soyez fiers d'être français, fiers, bien sûr, de ces savants, de ces poètes, de ces grands hommes qui ont tant apporté à l'humanité dans un monde qui reste violent, dangereux. Ce n'est pas le nationalisme, car le nationalisme, c'est la haine des autres. On l'a dit avant moi, alors que le patriotisme, c'est l'amour des siens. Et puis, j'aime la France, parce qu'elle peut faire la nouvelle révolution, celle qui s'impose. C'est tellement facile de commémorer le passé, de réécrire l'histoire et de se mettre du bon côté. Bah bien sûr, tout le monde est du côté de la liberté, tout le monde était résistant en 1940-45, voyons, tout le monde.
Oui, c'est facile, mais c'est beaucoup plus courageux et peut-être plus difficile et dangereux de faire les révolutions d'aujourd'hui, celles qui s'imposent. Et celles qui s'imposent aujourd'hui, voyez-vous, ce n'est pas de renier les droits de l'homme, c'est de les élargir, de les amplifier et de les étendre à la nature entière, de les étendre aux animaux, de faire que l'homme se réconcilie avec sa planète. Alors j'aime la France, parce que 82% des Français veulent des dimanches sans chasse, parce que 80% des Français veulent l'abolition de la chasse à courre, parce que 93% des Français veulent que l'animal sauvage soit protégé au même titre que l'animal domestique. Oui, le peuple français vaut tellement mieux que ses dirigeants, qui sont les jouets des lobbies, et qui sont si souvent notre honte. Ces jours-ci encore, le gouvernement français, incapable d'adopter des mesures claires, précises, face à la pandémie, ont même autorisé les chasseurs à pratiquer des battues en période de confinement. Absurde, honteux, stupide, et ça montre bien ce que sont nos dirigeants. Nos dirigeants méprisent le peuple. Ils le confondent avec la lie, avec ce qu'il y a de plus arriéré, de plus attardé, de plus obscurantiste. Ils servent des intérêts qui ne sont pas ceux de la démocratie. Car si la démocratie pouvait parler, 80% des Français nous diraient « vous avez raison, vous qui voulez défendre le vivant, vous qui voulez améliorer la condition animale, vous qui voulez sauver la nature, c'est vous qui avez raison. » Et pas ces lobbies ultra-minoritaires qui sont reçus avec beaucoup de respect à l'Élysée. Imagine-t-on un seul instant le général de Gaulle recevant une délégation de chasseurs? Allons, monsieur Macron, un peu de dignité. Ne recevez pas ces gens qui ne représentent plus rien qu'eux-mêmes et la gestion des tiroirs-caisses de leur fédération, qui ne gèrent pas la faune mais qui la détruisent, qui l'artificialisent, et qui sont non pas les remèdes aux problèmes des déséquilibres, mais qui sont à l'origine des déséquilibres de la faune. S'il y a des problèmes actuellement concernant telle ou telle espèce, nous le devons à la chasse. Et la chasse n'est pas un remède, la chasse c'est le mal absolu dans cette affaire. Mais voyez-vous, il n'y a pas que la chasse dans la vie, et ce n'est pas le seul problème qui se pose actuellement. Il y a une hypothèse intéressante qu'avait lancée un philosophe qui s'appelle Lovelock, qui s'appelle l'hypothèse Gaïa. Ah, Gaïa, c'est la déesse, c'est la terre. Hein. Dans l'Antiquité, Gaïa représentait, c'est la déesse, la divinité de la terre. Et l'idée de Lovelock était la suivante. La Terre, du moins la biosphère, est un organisme vivant. La Terre est une unité. La biosphère est une unité, et les espèces qui peuplent la surface de la Terre sont comme des organes dans un organisme. Les individus des cellules. La Terre, c'est un être vivant, global. Bon, sur le plan scientifique, je ne vous dirai pas que j'adhère totalement à cette vision, mais cette vision a un mérite immense. C'est une vision qui est poétique. C'est un peu comme une fable, un conte. Et vous savez que les fables, les contes, les romans, les poèmes décrivent des vérités tout autant que les équations mathématiques ou les démonstrations de la science dure, que j'aime beaucoup par ailleurs. C'est complémentaire. Et l'idée de Lovelock a quelque chose de vrai. C'est certain qu'il y a une homéostasie sur la Terre. C'est quoi une homéostasie? C'est un équilibre dans un organisme. Vous êtes en bonne santé quand votre organisme fonctionne en homéostasie. Eh bien, il y avait une homéostasie planétaire, c'est-à-dire que la vie est apparue sur Terre parce que les conditions y sont favorables, parce qu'il y a des équilibres, parce que l'atmosphère est ce qu'elle est, parce que le climat est sur Terre ce qu'il est. Si nous avions le climat de Vénus et une température de 400 degrés, à cause de l'effet de serre sur Vénus, il n'y aurait pas de vie, évidemment. Si nous étions sur Mars avec des températures moyennes de moins 30 degrés, évidemment, il n'y aurait pas de vie non plus. Donc, tout ça, la vie sur Terre, c'est un ensemble d'équilibres.
Et les espèces qui composent la biosphère participent de cet équilibre et ont, sur le plan éthique, moral, un droit à vivre. Eh bien, je vous suggère que la future révolution, celle que devront faire nos successeurs peut-être, celle-là, proclamer les droits du vivant, comme nous avons proclamé les droits de l'homme, non pas en reniant sur les droits de l'homme, au contraire, il faut les accepter et les dépasser, c'est-à-dire élargir les droits à l'ensemble de la vie, reconnaître à tout être sensible le droit de ne pas être maltraité, torturé et mis à mort dans n'importe quelle condition, car ce n'est pas admissible. Toute vie est respectable. Notre biosphère mérite cette protection, non pas en se posant la question, j'allais dire, un petit peu intéressée, de savoir si telle ou telle espèce nous apporte des avantages. Ça n'a aucun intérêt. On ne va pas se dire, on va conserver telle petite plante tropicale parce qu'elle guérit telle ou telle pathologie, parce qu'elle nous fournit des molécules ou parce qu'elle nous apporte de l'alimentaire. Non. Toute espèce sur la Terre a sa raison de vivre et a sa place. Non pas que la nature soit nécessairement bonne. Prenez l'amanite phalloïde, vous connaissez, ce champignon ô combien vénéneux. Bien sûr que la nature comporte des poisons, mais c'est parce qu'elle est ainsi faite. Et c'est pas nous qui l'avons faite, mais nous devons l'aimer parce qu'elle est. Et parce qu'elle est, elle a un droit à ne pas être détruite. Eh bien, la mission que l'on pourrait assigner à notre esprit français, parce que nous dépassons les vieilles doctrines obscurantistes qui pèsent sur le monde actuellement et qui tirent l'homme vers le bas et vers la haine, parce qu'on se bat ici et là pour des chimères ou pour des haines ou des clivages qui n'ont pas lieu d'être. Eh bien, notre mission à nous, en France, c'est de dire que les droits du vivant prévalent sur toute autre considération. C'est la vie qui vaut parce qu'elle existe, elle, alors que les chimères, eux, ne sont que des chimères. Ce sont des obscurantismes. Quand on contemple ce monde, on se dit que l'homme a été créé à l'image de quoi? À l'image de qui? Allons, qui va répondre? J'entends la réponse et vous avez raison. L'homme est à l'image de ce qu'il est, un singe. Voilà, l'homme est à l'image d'un singe. Et souvent, quand on observe les comportements des hommes sur la terre, on voit qu'on est plus proche du grand chimpanzé querelleur que du tendre et amoureux bonobo. Voilà, à méditer, mes amis. Si vous voulez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous remercie, si vous le voulez bien, de diffuser cette petite chronique. À bientôt!